envoyé un QCM hier. Hein, j'ai mis un QCM sur la plateforme. Vous avez pour entraînement. Hein, vous avez un QCM avec et essayez de le faire avant de devoir le corriger, d'accord? C'est pour que vous puissiez c'est un moyen pour vous de réviser, de savoir ce que vous avez compris, pas compris, retenu, pas retenu. Et je vous enverrai par la suite un autre QCM. Bien, alors ceci étant dit, donc la dernière séance, on était resté sur la politique de formation. Pourquoi la formation est importante pour l'entreprise? On a dit elle doit être conçue comme un investissement stratégique, et l'entreprise attend de cet investissement ce qu'on appelle un retour sur investissement, c'est-à-dire améliorer l'efficacité organisationnelle de l'entreprise notamment, d'accord, améliorer ses performances. Donc, et on a vu quels étaient les objectifs. On a vu quels étaient les objectifs de la formation et comment la formation peut être mise en œuvre dans l'entreprise à partir de la définition des besoins et l'élaboration d'un plan de formation. L'élaboration d'un plan de formation, donc, qui doit définir en tenant compte des objectifs de l'entreprise, mais aussi en tenant compte aussi des contraintes budgétaires. Et donc, en fonction de ces contraintes budgétaires et des objectifs, elle va fixer des priorités en matière de formation. Et enfin, comme toute pratique de gestion, il faut pouvoir piloter la formation. Piloter, c'est-à-dire, en fait, évaluer que la formation par le biais d'indicateurs pour voir quelles sont les actions qui, on va dire, quels sont les résultats ou les impacts de la formation, positifs ou négatifs, qu'il va falloir, lorsqu'ils ne sont pas bons, auxquels il va falloir remédier. D'accord? Donc, le pilotage, vous l'avez, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je vous ai parlé d'une pratique RH, que ce soit le recrutement, que ce soit la gestion de l'emploi, j'ai parlé des indicateurs qui peuvent être pris en compte aussi concernant la rémunération pour voir si la pratique qui est mise en place, quels sont les résultats des pratiques qui sont mises en place et qu'est-ce qu'il faut rectifier s'il y a nécessité de rectifier. D'accord? Alors, concernant la formation, le pilotage, si vous voulez, le pilotage où je vais le faire de manière plus simple, l'évaluation de cette formation, elle se fait à un niveau collectif. L'évaluation de l'efficacité de cette formation se fait à un niveau collectif, mais à un niveau individuel et aussi collectif. Individuel, c'est-à-dire au niveau de chaque salarié, qu'est-ce qu'il a acquis, et collectif, au niveau de l'ensemble des salariés bénéficiaires de la formation, quel impact cela a sur les groupes en matière de formation et de résultats de cette formation. Quand je dis résultats de cette formation, c'est-à-dire que ça améliore les indicateurs que l'on doit prendre en compte. Donc, concernant le niveau collectif, il est important de savoir quel est, c'est-à-dire au niveau collectif de l'organisation dans son ensemble, il s'agit de prendre en compte quel est le suivi des programmes, c'est-à-dire que les programmes de formation qui ont été mis en place ont été effectivement suivis, quels sont les effectifs
qui ont été les effectifs qui ont bénéficié de la formation, quels sont les budgets qui ont été nécessaires, qui ont été dépassés ou non utilisés pour la formation. Tout cela permet d'évaluer l'efficacité de la politique de formation dans l'entreprise. Donc, et à ce niveau-là, l'entreprise élabore ce qu'on appelle des tableaux de bord de suivi administratif et budgétaire du plan de formation qu'elle a mis, qu'elle met en œuvre. Hein. Et donc, les indicateurs qui sont les plus utiles concernent les indicateurs les plus utiles qui doivent figurer dans ce tableau de bord. Ils concernent la répartition des actions entre les populations cadres et non cadres, c'est-à-dire est-ce que, effectivement, les actions de formation qui ont été mises en place, est-ce qu'elles l'ont été de manière, on va dire, est-ce qu'elles ont concerné essentiellement les cadres ou les non-cadres? Parce que très souvent, effectivement, la formation se fait plus pour les cadres que les non-cadres et ça peut, alors qu'il devrait y avoir une répartition un peu plus égale, on va dire, de la formation au sein des différents effectifs de l'entreprise. Le deuxième indicateur concerne le coût et les budgets de la formation par catégorie de salariés et par service de l'entreprise. Alors, bien entendu, ici, quand je vous donne cela, je prends l'exemple d'une grande entreprise qui aurait plusieurs départements, plusieurs services et la répartition des budgets de la formation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été alloué pour chaque département ou service en termes de budget de formation et quels étaient les coûts de cette formation par salarié, par catégorie de salariés et par département ou par service. Autre ratio à titre d'exemple, autre ratio ou indicateur, c'est le poids des différents postes par rapport au budget total de la formation. Alors, par exemple, le coût des formateurs par rapport au budget global de la formation, quel est le coût de l'équipement nécessaire par rapport au budget total de la formation, le coût de développement des programmes par rapport au total de la formation, tout cela permet à l'entreprise de maîtriser en fait les coûts relatifs à la formation. D'accord? Si on a des coûts trop élevés par rapport au budget global de la formation d'un élément par rapport à un autre, c'est l'entreprise doit apporter des modifications. L'autre indicateur aussi qui peut être pris en compte, c'est le coût des différents modes de formation. C'est-à-dire quand l'entreprise fait ce qu'on appelle des formations intra-entreprise, c'est-à-dire des formations en interne. Quel est le coût de ces formations en interne? Alors, quand on parle de formation en interne, c'est-à-dire que l'entreprise va mobiliser des formateurs en interne, c'est en général des salariés de l'entreprise, qui ont les habilités pour former d'autres salariés de l'entreprise. On parle de formation interne à l'entreprise ou externe. Et puis, il y a aussi le coût du service de formation et de son fonctionnement quand l'entreprise a un service de formation, c'est-à-dire une fonction formation dans l'entreprise. Quel est le coût de ce service de formation? Alors, l'autre point qui est très important, c'est l'évaluation des actions de formation et de leurs effets pour voir si effectivement les formations qui ont été faites répondent aux besoins de l'entreprise. Et donc, surtout si on considère que la formation est un investissement. Donc, il faut pouvoir en évaluer les effets. C'est vrai que c'est très difficile d'évaluer les effets de la formation. Pourquoi? Parce que quand vous êtes formé, faites cette formation,
comment on peut évaluer qu'est-ce que vous avez acquis et comment vous avez pu mettre ce que vous avez acquis au moment de la formation, comment vous avez pu le mettre en œuvre dans votre poste de travail. C'est très difficile à prendre en compte. Donc, et c'est surtout les résultats de la formation se voient dans les changements de comportement. Ce sont ce qu'on appelle des résultats qui sont plus comportementaux, c'est-à-dire le changement d'attitude suite à la formation qui va par la suite avoir un effet indirect sur la qualité du travail que la personne va faire dans son poste. Et donc, et c'est ça qui va par la suite améliorer les performances de l'organisation. Améliorer les performances de l'organisation, notamment quand on améliore la culture interne, le développement de la flexibilité des hommes. Alors, quand je parle de développement de la flexibilité des hommes, c'est-à-dire la capacité d'adaptation des personnes dans leur travail, la capacité à s'adapter. Et cette capacité à s'adapter, elle peut être développée par la formation. Donc, si après une action de formation, par la suite, les personnes développent plus ou développent une meilleure capacité d'adaptation, on peut dire que les résultats de la formation sont bons, sont positifs. Et enfin, l'accumulation du capital intellectuel, c'est-à-dire le renforcement des qualifications des personnes formées et ce renforcement des qualifications qui va lui aussi se traduire par de meilleures performances de ces personnes dans leur poste et donc par de meilleures performances de l'entreprise dans son ensemble. Et donc, la rentabilité, si vous voulez, si on considère la formation comme investissement, si on considère la formation comme investissement, la rentabilité de cet investissement, c'est la combinaison de ces différentes évolutions, c'est-à-dire le renforcement de la culture interne, l'adaptabilité ou la flexibilité des ressources humaines et l'accumulation du capital intellectuel. Cependant, on va quand même définir l'évaluation de la formation. L'évaluation de la formation à 3 niveaux, si vous voulez. On va d'abord évaluer ce qu'on appelle l'efficacité pédagogique de la formation. C'est ce que l'entreprise doit faire. Donc, à l'issue de chaque action de formation, c'est ce qu'on appelle une évaluation à chaud. Une évaluation à chaud, c'est-à-dire à l'issue de l'action de formation. Ou des actions de formation. À l'issue de ces actions de formation, donc, on va évaluer la qualité, notamment, de la communication pédagogique. C'est-à-dire, est-ce que la formation s'est bien passée? Est-ce que le formateur a avait un contenu adapté? Est-ce que la formation a répondu aux objectifs qui étaient assignés à cette formation? Et donc, comment se fait cette évaluation pédagogique ou ce qu'on appelle évaluation à chaud, ou de court terme, si vous voulez? Elle se fait à travers des questionnaires d'évaluation qui sont remplis par les bénéficiaires de ces formations et à l'issue desquels ça permet à l'entreprise d'apprécier l'adéquation des moyens pédagogiques mobilisés avec les objectifs initialement fixés à la formation. Est-ce que la formation a répondu aux objectifs pédagogiques tels qu'ils ont été arrêtés dans le plan de formation? Ça, c'est le premier niveau, d'évaluation. D'accord? Le deuxième niveau d'évaluation,
Alors, le deuxième niveau d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'efficacité comportementale. Donc, comme je vous l'ai dit, la formation doit induire, doit apporter un changement dans les attitudes, dans les comportements des salariés bénéficiaires de la formation et en modifiant, si vous voulez, leur comportement après la formation, de retour à leur poste, en modifiant leur comportement, ça va avoir un impact positif sur la qualité de leur travail. Alors, je marque une pause, s'il vous plaît. Je marque une pause pour dire arrêtez d'écrire sans le bruit est assez perturbant. D'accord? Alors, maintenant, juste pour répondre à votre question, je vous l'avais dit la dernière fois, ce que je présente ici, vous l'avez au niveau du support de cours de manière plus détaillée. S'il y a des choses qui sont au niveau de cette présentation PowerPoint que vous voulez que je vous mette sur la plateforme, je les mettrai. D'accord? Mais le support de cours est très détaillé. Donc, effectivement, comme l'a écrit une de vos camarades, le support de cours contient 34 ou 35 pages en moyenne. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est complet. Il y a tous les éléments. OK? Et le support de cours, je l'ai déposé déjà il y a quelques semaines sur la plateforme. D'accord? Donc, maintenant, j'ai une de vos camarades qui veut poser une question. Dépêchez-vous de poser cette question. Fatem Zahrahni. Oui, bonjour. Ouais. Un retour sur investissement. Oui. Non, elle est payée par l'entreprise. Si elle est payée par le salarié lui-même, elle n'entre pas dans la politique de formation de l'entreprise. D'accord? Vous comprenez? Là, on parle des actions que l'entreprise va mettre au profit de ses salariés pour améliorer sa performance organisationnelle. D'accord? Un salarié peut décider par lui-même de suivre une formation à ses frais. Mais son objectif, quand une personne décide de payer une formation elle-même, c'est-à-dire d'aller se former par ailleurs, c'est parce qu'elle a un objectif parfois de changer, d'améliorer ses qualifications pour pouvoir changer de travail ou pour changer de poste ou pour améliorer sa situation financière, etc. par la suite. D'accord? Ça concerne l'individu et ses objectifs. Pourquoi il veut suivre cette formation? D'accord? Mais là, je dis qu'est-ce que l'entreprise met en place dans le cadre de la valorisation de ses ressources humaines. Si l'entreprise qui recrute des ressources humaines et qui veut garder ces ressources humaines et qui veut que ces ressources humaines développent leurs compétences, d'accord? Elle doit mettre en place un ensemble d'actions. Elle doit mettre en place un ensemble d'actions qui va permettre donc de valoriser, c'est-à-dire développer ces ressources humaines. L'objectif que recherche l'entreprise, c'est de réaliser une meilleure performance. Pourquoi l'entreprise recrute? Elle recrute pour répondre à des besoins, mais elle ne peut pas recruter n'importe qui. Il faut qu'elle recrute les personnes qui ont les qualifications dont elle a besoin pour réaliser ses objectifs. Donc, c'est toujours dans une optique d'efficacité. La rémunération, elle est faite de manière à payer effectivement les salariés en contrepartie de leur travail, mais
aussi, il faut que la rémunération soit suffisamment motivante pour permettre à ces salariés de rester dans l'entreprise. Et tout cela n'est pas suffisant s'il n'est pas complété par le développement des compétences de ces salariés. Le développement des compétences de ces salariés passe par la formation. Donc, les entreprises qui comprennent cela et qui le mettent en place, elles vont considérer la formation comme un investissement. J'investis dans mes ressources humaines, j'investis en formation dans mes ressources humaines parce que j'attends en retour que ces ressources humaines développent leurs compétences et que ces ressources humaines mettent ces nouvelles compétences qu'elles ont acquises via la formation, qu'elles les mettent au service de l'entreprise, qu'elles les mettent au service de l'entreprise et donc pour améliorer la performance globale, excusez-moi 2 secondes. D'accord. Allô, oui, c'est Zakani. Alhamdoulilah. Bien, désolé, on reprend. Donc, je vous ai dit, les entreprises qui considèrent que c'est un investissement vont mettre en place des actions de formation pour développer les compétences de leurs salariés. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de pouvoir par la suite développer la performance globale de l'organisation. D'accord ? Les salariés, en développant leurs compétences par le biais de la formation et en étant motivés, et c'est ça qui est important, et en étant motivés pour mettre ces compétences au service de l'entreprise, ça va permettre à cette entreprise d'améliorer la performance globale de l'entreprise et donc de la rendre plus compétitive et par rapport aux entreprises concurrentes. D'accord ? Donc, j'en reviens au deuxième niveau d'évaluation. Au deuxième niveau de l'évaluation, je l'ai dit, c'est l'évaluation de l'efficacité comportementale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi l'évaluation à froid. C'est-à-dire que de retour à leur poste, après les actions de formation, les stagiaires peuvent modifier leur comportement. D'accord ? Et cette modification, alors, peuvent modifier ou pas, s'ils sont motivés. Peuvent modifier ou pas leur comportement, d'accord? Ça dépend de la motivation de ces salariés. Parce qu'un salarié qui est formé peut décider, s'il n'est pas satisfait par ailleurs, s'il estime par exemple que les conditions de travail ne sont pas bonnes, s'il est en conflit par exemple avec ses supérieurs, etc., même s'il a acquis de nouvelles qualifications, même s'il a acquis de nouvelles qualifications au cours de la formation, il peut décider de garder ces acquis de la formation pour lui-même et de ne pas les mettre au service
de l'entreprise. Il peut décider, une fois qu'il a bénéficié de la formation, de quitter l'entreprise parce qu'il n'est pas motivé par la rémunération, parce qu'il n'est pas motivé par l'ambiance de travail, etc. Il peut décider de quitter l'entreprise et travailler dans une autre entreprise. Et là, je vous rappelle, c'est pourquoi les entreprises mettent souvent dans les contrats de travail une clause de formation dont je vous avais parlé. Vous vous rappelez, une clause de formation qui fait que le salarié, si le salarié qui aurait suivi une formation, s'il veut quitter l'entreprise, doit s'acquitter des montants qui ont été consacrés à sa formation. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un moyen pour l'entreprise de se prémunir des départs qui peuvent avoir lieu, surtout si les formations qui ont été suivies par les salariés sont des formations très coûteuses parfois. C'est un moyen pour ces entreprises de garantir que le salarié va rester dans l'entreprise. D'accord? Donc, vous voyez que c'est assez complexe. L'entreprise doit assurer des formations pour ses salariés pour développer leurs compétences, pour les valoriser parce que c'est important pour la performance. Mais d'un autre côté, la formation à elle seule n'est pas suffisante pour améliorer les performances si les personnes ne sont pas motivées. Et donc, l'entreprise doit prendre en compte tous ces éléments-là. Le troisième niveau d'évaluation de la formation, c'est ce qu'on appelle l'efficacité, l'évaluation de l'efficacité organisationnelle ou l'analyse de l'efficacité organisationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, ici, que l'efficacité comportementale, c'est-à-dire le changement de comportement induit par la formation, devrait en principe, comme je vous l'ai dit, servir l'efficacité organisationnelle, c'est-à-dire se traduire par une meilleure productivité des salariés et donc par une meilleure efficacité de l'organisation. Et cette efficacité organisationnelle, elle peut être évaluée par des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs directs et des indicateurs indirects de performance. Alors, les indicateurs directs de performance sont, par exemple, les variations de production. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, des formations techniques, on a formé les salariés de production sur les techniques de production. Et on va mesurer est-ce que la production a augmenté, donc la productivité des salariés, est-ce qu'elle s'est améliorée après la formation ou pas? Donc ça, c'est un indicateur direct. C'est les variations de production avant la formation et après la formation. OK? La variation, alors qui dit variation de la production, c'est aussi la variation du chiffre d'affaires. Est-ce que ça a impacté significativement les résultats de l'entreprise? Est-ce que ça a augmenté la valeur ajoutée créée par l'entreprise? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les indicateurs directs. Les indicateurs indirects, ce sont les indicateurs qui permettent de constater est-ce qu'il y a une amélioration des conditions de l'activité, c'est-à-dire des conditions dans laquelle le travail s'effectue, ou aussi est-ce qu'il y a une baisse des dysfonctionnements. Alors pour ça, c'est très simple. Il y a des indicateurs très faciles qui sont pris en compte par l'entreprise. C'est des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs de qualité. Est-ce que le taux de rebut, alors qu'est-ce qu'on appelle le taux de rebut? C'est le taux de malfaçon, c'est-à-dire le taux de production qui ne répond pas aux normes. Si ce taux de production qui ne répond pas aux normes baisse, ça veut dire qu'il y a eu un effet de la formation sur la qualité du travail, puisqu'on aura moins de
de rebut ou de malfaçon. D'accord? C'est-à-dire moins de production perdue. Si on a, par exemple, un taux de panne des machines qui baisse. Si on a un taux de panne de machine qui baisse, par exemple, suite à une formation technique sur l'utilisation des machines ou sur la réparation des machines, c'est aussi un indicateur indirect qui permet de constater l'impact de la formation sur l'efficacité organisationnelle. Ça peut être aussi la satisfaction des clients. Par exemple, une entreprise qui va former ses commerciaux sur la relation clientèle, d'accord, sur la communication, la relation clientèle, etc. Comment on peut mesurer les effets de cette formation? Ben, si on voit que le taux de satisfaction des clients augmente parce que les salariés répondent plus rapidement aux sollicitations des clients, parce qu'ils sont plus ils ont une meilleure communication avec les clients, etc. C'est un effet indirect, donc c'est un indicateur indirect de la formation. Ça peut être aussi le taux d'absentéisme et le taux d'accident de travail. Ça peut être le taux de turnover. Pourquoi? Alors, les taux d'absentéisme et le taux de turnover, et même aussi le taux d'accident de travail peuvent être considérés comme ce que je vous avais dit, des indicateurs sociaux. C'est-à-dire quand on n'est pas satisfait de ses conditions de travail, quand on n'est pas satisfait du travail dans l'entreprise, etc., ben on va augmenter le nombre de nos absences. Or, la formation est aussi un élément de motivation qui permet de garder les salariés dans l'entreprise. Donc, l'effet indirect d'une formation, ça peut être une baisse du taux d'absentéisme, comme ça peut être une baisse du taux de turnover. Pour les accidents de travail, ben, si on forme correctement les salariés, par exemple, sur les consignes de sécurité, et si on les motive suffisamment, ça peut faire baisser le taux d'accident de travail. Vous voyez? Donc, ceci pour montrer l'importance de la formation sur l'efficacité organisationnelle. Alors juste pour répondre, alors il n'y a plus le diapo. Attendez, je vais... Juste pour répondre, en attendant de remettre la diapositive, il y a une question de votre camarade qui dit: est-ce que l'entreprise déduit le coût de la formation du salaire du salarié? L'entreprise ne peut pas déduire. L'entreprise ne peut pas déduire le coût de la formation. Alors, attendez. L'entreprise ne peut pas déduire le coût de la formation du salaire de son salarié, de son employé, d'accord? Mais par contre, je vous ai dit, l'entreprise, lorsqu'elle met dans le contrat de travail avec le salarié, lorsqu'elle met une clause de formation, ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle a fait bénéficier ce salarié d'une formation, si ce salarié veut quitter l'entreprise, il doit restituer à l'entreprise la partie des sommes qui a été consacrée à la formation qu'il a suivie. D'accord? Mais elle ne peut pas le déduire du salaire du salarié. Surtout si le salarié reste dans l'entreprise.
Ça veut dire qu'elle fait payer la formation, par le salarié. Ça, la loi ne l'autorise pas. Le salaire vient rémunérer un travail. C'est la contrepartie d'un travail. D'accord? J'ai compris? Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que les coûts de la formation... Je vous entends pas bien. Je vous entends très loin. Est-ce que les coûts de la formation, ça rentre dans le salaire global du salarié? Non. Non. Ça rentre dans les frais du personnel. Mais pas dans la rémunération globale du salarié. Mais ça va rentrer dans la rubrique frais du personnel. D'accord, merci madame. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la formation, elle est importante dans l'entreprise, d'accord? Même si cette formation, elle peut être déstabilisante pour l'entreprise. Déstabilisante, pourquoi? Parce que les salariés qui sont formés attendent de la formation qu'elle leur ouvre de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que quelqu'un qui a suivi une formation, qui estime que ses qualifications ont augmenté, qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise? Ben, il attend en retour une meilleure reconnaissance de ses nouvelles qualifications. C'est-à-dire que le risque qu'il y a quand on fait suivre des formations pour développer les compétences de ses salariés, c'est qu'il faut tenir compte du fait qu'une fois formés avec de nouvelles qualifications, les salariés, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont chercher à évoluer. Ils vont chercher à avoir un meilleur niveau de rémunération. Ils vont vouloir bénéficier de promotion. Donc, et le problème, donc, si cela n'est pas fourni par l'entreprise, c'est toute la crédibilité du système qui est menacée. C'est-à-dire que la formation n'aura plus de sens pour l'entreprise et donc n'aura plus cet impact qu'on attend l'entreprise. Hein. Si je fais l'effort de me former et j'améliore mes qualifications, j'attends par la suite de pouvoir évoluer. L'entreprise, quand elle met en place une politique de formation, etc., il faut qu'elle pense aussi aux possibilités de promotion que cela entraîne et qu'elle doit prendre en compte. Et donc, elle doit inscrire aussi dans ce qu'on appelle la gestion des carrières de ses salariés. La gestion de carrière de ses salariés que l'on va et qui fait partie, elle aussi, de la valorisation des ressources humaines. D'accord? Alors, quand on parle de gestion des carrières, qu'est-ce que ça veut dire? La gestion des carrières fait partie des pratiques que l'entreprise va mettre en place et qui suit l'appréciation, le système d'appréciation dont on avait parlé, et qui suit l'appréciation des personnes dans l'entreprise. Si on évalue les compétences des personnes, si on a formé les personnes et qu'elles ont développé leurs compétences, en principe, on doit mettre aussi en place une gestion des carrières. D'accord? Et cette gestion des carrières, qu'est-ce qu'elle signifie? Quand on parle de carrière, c'est quoi une carrière dans l'entreprise? Il ne faut pas mélanger carrière et ancienneté. D'accord? Je peux avoir une grande ancienneté dans l'entreprise sans avoir fait carrière dans l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire que je peux avoir passé 10 ans dans l'entreprise
je n'ai pas fait, sans avoir fait carrière dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, je suis restée dans le même poste. Donc là, on ne peut pas parler de carrière, on ne peut pas parler d'évolution. D'accord? Par contre, si sur ces 10 ans, j'ai changé de poste pour un poste d'un niveau d'un niveau supérieur, etc., ça veut dire que là, il y a eu une évolution de carrière. Vous voyez la différence? L'ancienneté ne signifie pas la carrière. Et donc, quand on parle de carrière, on parle de la succession. Quand on parle de carrière, on parle de la succession des emplois qui sont occupés par une personne au cours du temps, c'est-à-dire au cours de ces années passées dans l'entreprise. La carrière, est-ce que c'est le changement d'échelle? On peut l'appeler comme changement d'échelle, mais changement d'échelle s'il se traduit par une augmentation des responsabilités. Hein? La carrière, c'est quand on change d'un poste vers un poste, par exemple, à plus grande responsabilité. Ça va se traduire par un changement d'échelle, puisqu'on passe d'une échelle inférieure à une échelle supérieure. D'accord? Donc, je disais que la carrière, c'est la succession des emplois qui sont occupés par un individu au cours du temps, c'est-à-dire pendant la durée de son travail dans l'entreprise. Et quand on parle de gestion des carrières, d'accord, la gestion des carrières ou la gestion de la carrière, c'est pour l'entreprise, c'est comment elle va associer les besoins de l'entreprise avec les attentes et le potentiel des collaborateurs. C'est-à-dire comment elle va concilier entre la dimension organisationnelle et la dimension individuelle. C'est-à-dire comment elle va gérer les carrières de manière à répondre à ses besoins. Et là, je vous rappelle, on a vu par exemple au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, quand l'entreprise dit j'ai besoin d'un peu plus de techniciens agents de maîtrise, j'ai besoin d'un peu plus de cadres, etc., c'est une manière de gérer les promotions et donc de gérer les carrières. Mais il faut aussi qu'elles tiennent compte pour que cela puisse se faire de manière cohérente et de manière efficace, il faut que ça prenne en compte aussi les aspirations des individus, c'est-à-dire les aspirations des individus pour évoluer dans l'entreprise. Et non seulement les aspirations, mais aussi le potentiel. Est-ce que les personnes ont le potentiel de compétences qui leur permet d'évoluer vers des postes de plus grande importance? D'accord? Donc, c'est une gestion que l'entreprise doit faire. Et donc, cette gestion de carrière doit comprendre, pour qu'il y ait un bon système, si vous voulez, de gestion des carrières dans l'entreprise. Ce système doit comprendre la politique salariale. Madame. Alors, pourquoi la politique? Oui, je vous écoute. Madame, j'ai pas bien compris la définition de la carrière. La carrière. Alors, quand vous êtes recruté dans une entreprise, d'accord, et que vous passez un certain temps dans cette entreprise, d'accord, vous êtes appelé il y a deux cas de figure. Soit vous allez rester toujours dans le même poste. Vous pouvez passer 10 ans dans l'entreprise et occuper toujours le même poste. D'accord?
On va parler de votre ancienneté dans l'entreprise. Par contre, si durant ces 10 ans que vous avez passé dans l'entreprise, vous avez commencé comme employé, puis vous êtes passé comme un poste par exemple, de chef de service, puis vous avez occupé un poste de chef de département, puis vous avez occupé un poste de directeur. Vous avez à chaque fois évolué d'un poste, du poste où vous êtes vers un poste supérieur. C'est une mobilité horizontale que vous avez connue. Donc, comme l'hiérarchie de poste. Comme une hiérarchie de poste. C'est une succession des postes que vous avez occupés dans l'entreprise. D'accord. Si vous avez été recruté comme comptable, vous êtes resté comptable pendant 10 ans dans le même poste. D'accord, madame. Il n'y a pas eu de succession d'emploi. Donc, voilà. Mais si vous êtes passé de comptable à chef comptable à responsable administratif et financier, etc., il y a eu une succession de postes et donc une évolution de carrière. Vous voyez la différence? Mais pour qu'il y ait cette évolution de carrière, donc voilà, ça veut dire que vous avez amélioré vos compétences, que vous avez eu le potentiel pour évoluer vers des postes plus importants, mais aussi, il faut que ça réponde aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise avait besoin de chef comptable et donc que vous aviez les compétences pour évoluer vers le poste de chef comptable. C'est pour ça que je dis que ça doit associer la dimension organisationnelle, c'est-à-dire les besoins de l'entreprise, et la dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est-à-dire les compétences de la personne et ses aspirations à évoluer. Et donc, c'est pour que le système de gestion de carrière puisse être un système efficace, il faut qu'il tienne compte de la politique salariale, parce que si vous changez de poste, automatiquement, vous changez de rémunération. Vous changez de niveau de salaire. Et donc, il faut que la politique salariale de l'entreprise puisse en tenir compte. OK? Je ne peux pas vous demander d'évoluer du poste de comptable au poste de chef comptable en vous laissant le même salaire. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous n'allez pas être motivé pour occuper le poste de chef comptable parce que votre salaire n'a pas changé. Donc, pour qu'il y ait un système de gestion de carrière, il faut qu'il tienne compte de la politique salariale et donc des possibilités de l'entreprise en matière de rémunération. Il faut que l'entreprise définisse à l'avance ce qu'on appelle des plans de carrière individuels ou collectifs, c'est-à-dire qu'elle décide, c'est ce qu'on a vu, c'est pour ça que je donnais l'exemple de la GPEC. Quand l'entreprise, en fonction de sa gestion prévisionnelle, elle va savoir quels vont être ses besoins, par exemple en ouvrier, en technicien, en cadre, etc. Et elle va organiser la succession des promotions en fonction de ses besoins. D'accord? Et il faut, bien entendu, accompagner ces évolutions de carrière par la formation. C'est-à-dire que si je vous demande, si je vais vous promouvoir d'un poste de comptable à chef comptable, on va demander le poste de chef comptable nécessite certaines responsabilités qui n'étaient pas assurées au niveau du poste de comptable. Et pour que vous puissiez bien accomplir ces responsabilités-là, l'entreprise doit vous accompagner dans ce poste par la formation. Donc, vous voyez, chaque fois, quand on parle d'une pratique RH, ben, ça mobilise les autres pratiques RH. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un système de gestion de carrière si on ne prend pas en compte le système de rémunération. On ne peut pas concevoir un système de gestion de carrière si on ne prend pas en compte le système d'appréciation du personnel. Parce que le système d'appréciation du personnel nous dit quels sont les besoins en formation, quelles sont les attentes des individus, quels sont les potentiels ou les compétences des individus.
D'accord? Donc, c'est un tout. La gestion des ressources humaines, ce sont toutes ces pratiques-là qui doivent être suivies par l'entreprise de manière cohérente. Parce que si l'entreprise, comme je vous le disais à l'instant, si l'entreprise fait une gestion de carrière sans tenir compte du système de rémunération qui doit accompagner cette gestion de carrière, ben, qu'est-ce qu'elle va? Elle va obtenir le résultat contraire de ce à quoi elle s'attend. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on me fait évoluer vers un poste de plus de responsabilité qui va me demander plus de travail, sans que la rémunération me suive, ben, je ne vais pas être motivée ou je vais quitter l'entreprise, etc. Donc, l'entreprise va obtenir le résultat contraire à celui qu'elle cherchait. Si l'entreprise fait évoluer la personne mais ne la fait pas bénéficier de formation, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne qui a été promue à un poste supérieur risque de ne pas avoir les compétences suffisantes pour bien tenir ce poste. Oui? Donc, à chaque fois qu'on prend une décision concernant les ressources humaines, ça touche ces différents aspects. Si on veut que les résultats en matière d'efficacité, en matière de performance de l'entreprise soient présents, il faut tenir compte de ces différents aspects. C'est compris? Madame? Oui, allez-y, je vous écoute. Madame, j'ai pas bien compris quand vous aviez dit changer de poste. Est-ce que vous vouliez dire le fait d'être promu? Oui, c'est la promotion. Si vous passez d'un poste comptable à chef comptable, c'est une promotion. C'est une évolution. D'accord? Vous êtes passé d'un poste à un poste de niveau supérieur. Et en général, quand on parle de carrière, d'évolution de carrière, on parle de succession de postes que vous allez occuper de manière verticale, c'est-à-dire à chaque fois le passage d'un poste vers un poste supérieur. C'est compris? Oui, madame. Alors, bien. Oui. Oui. Ben, il faut que vous, d'ailleurs, que vous ayez de très bons résultats dans le poste déjà que vous occupez, que vous puissiez montrer que vous avez des compétences, que vous avez un potentiel pour évoluer, et il faut que ça réponde aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que votre volonté de changer de poste vers un poste supérieur corresponde à un besoin réel de l'entreprise. À ce moment-là, il peut y avoir effectivement vous pouvez évoluer vers un poste supérieur. Il y a des salariés qui n'attendent pas que l'entreprise les forme. Ils vont développer, ils vont payer eux-mêmes des formations, des cours du soir, etc., pour améliorer leur niveau de qualification qui va leur permettre d'évoluer. Hein? Et donc, parfois, non, ben, l'entreprise, alors il y a des entreprises qui le font de manière systématique, d'autres ne le font pas du tout. Ça dépend des entreprises. Moi, je vous dis, à l'idéal, voilà ce que doit faire l'entreprise. Mais toutes les entreprises ne le font pas. Si on prend une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, une petite et moyenne entreprise, en général, consacre très peu de budget à la formation. Ou même si elle consacre un budget à la formation, parfois c'est limité à quelques personnes dans l'entreprise et ne bénéficie pas à tout le monde. Si vous allez, par exemple, dans une grande entreprise, la formation, elle est pratiquement systématique pour tous les postes, à des niveaux différents. Voyez? Mais
Mais vous avez aussi, indépendamment, ça c'est ce que l'entreprise fait, selon la taille de l'entreprise, selon le secteur d'activité, selon les moyens de l'entreprise, selon la culture de l'entreprise. Moi, je vous dis, et individuellement, une personne, indépendamment de l'entreprise, une personne peut vouloir améliorer sa situation. D'accord? Et elle le fait dans ce moment, à ce moment-là, elle va elle-même chercher à améliorer ses qualifications en suivant, par exemple, des cours du soir, en suivant quelqu'un qui est en licence, qui a une licence, qui a travaillé avec une licence, il va se dire, bah, si je vais suivre une formation de master en cours du soir, ça va me permettre de postuler à un poste plus important. Et donc, à ce moment-là, cette personne-là, une fois qu'elle aura obtenu son master, soit elle est remarquée par l'entreprise dans laquelle elle travaille et elle va évoluer, soit qu'est-ce qu'elle décide? Elle va démissionner, elle va aller chercher une autre opportunité de carrière, une autre opportunité de poste meilleure dans une autre entreprise. Ça, c'est ce que peut faire une personne, une personne pour elle-même. Maintenant, moi, ce dont je vous parle, c'est ce que l'entreprise peut mettre en place pour ses salariés. D'accord, c'est clair? Alors, il n'y a pas de période précise véritablement, mais c'est un ensemble de facteurs qui vont jouer. D'accord? Il y en a qui connaissent des évolutions de poste assez rapides et d'autres non. Mais en général, on dit qu'après, c'est les études qui ont été effectuées qui le montrent, c'est que notamment pour les postes, des postes de qualification, on va dire, supérieure, si après 5 ans, on n'a pas connu d'évolution, en général, il y a le risque qu'on stagne, qu'on reste dans le même poste. Vous voyez? Mais il y a des personnes qui arrivent à évoluer. Ce n'est pas plafonné à 5 ans. Ça, c'est les études qui montrent qu'en moyenne, les gens changent de poste après 5 ans. D'accord? En moyenne. Mais il y en a qui vont changer de poste, qui vont évoluer au bout de 2 ans. Il y en a d'autres qui vont évoluer après 6 ans, etc. La moyenne en général, la moyenne qui est observée, c'est à peu près 5 ans. C'est compris? Oui, madame. Comment? Je n'ai pas compris votre question. Répétez votre question, s'il vous plaît. Répétez votre question. Mademoiselle, répétez votre question. Je n'ai pas compris. Ben, vous allez changer d'entreprise. Vous allez changer d'entreprise s'il y a une nouvelle opportunité ailleurs. C'est ce que font en général les personnes. Si elles n'arrivent pas à changer de poste dans l'entreprise où elles sont, elles vont aller chercher dans une autre entreprise. Ça dépend à ce moment-là de l'état du marché du travail. Est-ce que la formation que vous avez suivie est demandée sur le marché du travail? Auquel cas, il vous sera plus facile de changer d'entreprise et de poste. D'accord? Bien. Alors, si vous permettez, on va arrêter là pour aujourd'hui, pour la simple raison que j'ai une grosse migraine. J'ai mal à la tête. Donc, et on pourra reprendre la semaine prochaine et c'est les vacances. Donc, je vous revois Inch'Allah, après la semaine de vacances. C'est-à-dire que je vous revois le 2 février. Madame, on a des vacances? Du 24 au 31. Ah d'accord, on n'a pas couvert la semaine prochaine. Non.
D'accord, merci. Bien, on peut arrêter là aujourd'hui si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, c'est bon. Merci. plaît. Merci. Merci, au revoir et donc à très bientôt. Je vous enverrai alors je vous ai envoyé un QCM et je vous ai dit je vous enverrai un autre QCM.